Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek. Je suis là avec l'ami Kerr qui est, ma foi, toujours bien coiffé. On est là, on est présent pour vous faire une vidéo de presque qualité. Alors, pourquoi de presque qualité? Kerr vous a préparé les 5 séries de 2020 qui ont le plus marqué. Mais pas du tout, c'est pas ça. 5 séries et pas une de plus. On s'est dit que voilà, YouTube obligé à faire des vidéos, référencement 5. Et donc, si Kerr fait 6, du coup, il repart pieds nus. Mais donc, je vais faire 6 en plus. Mais le truc, bon, non, bah, je vais faire 5. Je vais faire 5, mais plus 1. Le truc, c'est pas du tout. Alors, toi, tu vas faire des animes qui t'ont vraiment marqué. Moi, c'est pas forcément des séries qui m'ont marqué, c'est des séries dont on n'a jamais parlé sur la chaîne. En l'occurrence, ou des saisons, hein, c'est pas forcément des séries qui ont débuté en 2020, même si en fait je vois que dans ma sélection elles sont toutes sauf une de 2020, mais c'est des séries que j'ai eu le plaisir mais pas le plaisir de voir en 2020, et du coup je vais vous en parler, et on va commencer par une série française qui a été diffusée sur Canal il y a peu de temps d'ailleurs, et qui s'appelle La Flamme, avec Jonathan Cohen. Donc tu sais, c'était ah tiens, je me demandais ce que ça valait. Bah alors il jouait quel personnage déjà dans le truc du canapé avec Aurel Sanégra? C'est le mytho. Ah, Serge le mytho. Qu'est-ce qu'il était drôle. Et bref, du coup j'ai sauté sur La Flamme parce que le casting est assez impressionnant. Jonathan Cohen donc dans le rôle principal, Vincent De Dienne dans le rôle du José Garcia de 2020. Attends. Ouais, mais non, pour Canal+, c'est exactement ça. Ils ont dit cet acteur, il fera José Garcia en 2020. Ouais, peut-être. Anna Girardot, Géraldine Nakache, Doria Tillier, l'ancienne Miss Météo de Canal, qui était très drôle, qu'il est toujours d'ailleurs. Adèle Exarchopoulos, désolé, j'ai massacré son prénom, son nom de famille, de La vie d'Adèle. On a Leila Bekti, on a Laure Calamy qu'on voit dans 10%. Quand c'est des actrices américaines, tu les Florence Forenti, Pierre Ninet. Enfin, il y a un énorme casting dans cette série qui est complètement dingue, mais vraiment complètement dingue. Le principe, c'est quoi? En fait, vous suivez Marc, qui est un pilote d'avion de ligne, qui a perdu son travail et qui, pour des raisons tout à fait logiques, et qui en fait participe au Bachelor. Donc c'est vraiment le Bachelor. Vincent De Dienne est le présentateur de l'émission, et il y a toutes les actrices françaises que j'ai citées jouent une des candidates du Bachelor, et déjà elles sont toutes complètement improbables. Donc par exemple Leila Bekti joue elle est folle amoureuse de lui, c'est une psychopathe. Elle hurle toujours Marc. Tu sais, quand il y a plein de monde dans la salle, elle hurle son prénom pour que. Je peux me permettre de te poser une question au début? Est-ce que c'est bien? Mais oui, en fait, c'est très très drôle. C'est c'est complètement surréaliste. C'est parfois très bête. Dans l'humour, il y a des moments où c'est un humour un peu trop gras, je trouve, notamment avec la cécité de Florence Foresti. Ça manque souvent de finesse, mais Jonathan Cohen, Marc, mais qu'est-ce qu'il est bête, et du coup ça fait des situations qui sont très très drôles. Anna Girardot est géniale dans la série, mais elle est toujours géniale. Orelsan apparaît dans un épisode. Vincent De Dienne est excellent aussi. Enfin, vraiment, cette série, c'est que 9 épisodes, mais qu'est-ce que vous rigolez devant ce truc, quoi. C'est quelle durée? Je sais pas, 20-30 minutes. Vraiment, c'est un bon moment. Ça, là-dessus, j'ai passé un bon moment. Alors, la deuxième série, c'est une série Netflix qui s'appelle Barbare, qui est une série allemande. J'avais pas vu de série allemande cette année, et je me suis laissé tenter comme beaucoup de gens. Depuis Papa Schulz. C'est américain, ça, en plus. Oui. Donc, Barbare... C'était pas drôle à ce point-là. Hein. C'était vraiment pas drôle à ce point-là. Bah moi j'ai trouvé quand même. Enfin bref, 30 minutes de fou rire. Nous avons donc Barbare, série financée par Netflix, série allemande, donc je pense qu'ils font un peu comme en France avec la prochaine série dont je vais vous parler. Barbare, c'est quoi l'histoire? Ça se passe au moment des conquêtes romaines. Nous avons donc les Romains qui entrent en Germanie et qui font face donc au village des Germains et qui imposent notamment un impôt qui est beaucoup trop élevé pour les villageois, et on comprend
comprend très vite qu'ils vont se soulever. Sauf que, en fait, le protégé du chef romain du coin est en fait un ancien germain, c'est le héros de la série. Et en fait, la série est un peu sans surprise, c'est-à-dire que on voit venir le soulèvement des barbares, il arrive. Et mais par contre, non mais y a pas besoin. Non mais c'est évident, c'est sur l'affiche et tout. Mais le truc, c'est que mais pendant que Oupi nous dit que le monsieur crie spoil. Sans surprise, le héros meurt à la fin. Vraiment, on l'avait vu venir dès l'épisode 9. Ok, Kerr, merci de nous avoir fait découvrir et envie de fuir cette série. Non, pas du tout. Non, mais c'est une série qui vaut le coup parce que, par exemple, moi j'ai regardé juste après The Last Kingdom, dont on avait déjà parlé sur la chaîne, et je trouve que The Last Kingdom est très très répétitive. C'est le même schéma chaque saison, et au bout d'un moment ça commence à être lassant. Et Barbare reprend le même schéma que The Last Kingdom. Mais pas c'est pour que les gens qui regardent Last Kingdom soient spoil, mais pas les autres. C'est quand même beaucoup plus humain. Non, c'est pas vraiment le même schéma, mais ça forcément ça fait un peu penser, mais c'est pas à la même époque. C'est très compliqué cette présentation de Barbare, mais je trouve qu'il y a du sang neuf dans Barbare et que la série est efficace, et voir la culture germanique à l'époque, etc. C'est intéressant, comme a su le faire par exemple Viking dans ses premières saisons. Alors je dis pas que la suite est de mauvaise qualité, je dis juste au niveau de la présentation de la culture, et j'ai trouvé que la série était vraiment intéressante. Le seul problème de Barbare, c'est qu'il y a que 6 épisodes, et qu'en fait le moment où la série commence, et notamment par exemple l'affiche de la saison, c'est clairement la fin, tu vois. Et au moment où toi tu te dis ah ça y est ça commence, je vais prendre mon pied, boum, fin de saison, on se revoit l'année prochaine pour la saison 2. Ça m'a un peu perturbé, mais je vous conseille quand même Barbare, 6 épisodes, série allemande, avec Lawrence Rupp dans le rôle principal. Il joue Arminius. Voilà. Donc Barbare. Et maintenant, je vais passer à une série française qui a fait beaucoup parler, et pas en bien. C'est La Révolution, série donc de Netflix. Alors, c'est une série fantastique. L'idée, globalement, c'est réécrire la Révolution française à la sauce vampire. Un peu créature diabolique, etc. La série s'est fait détruire par la critique à son lancement. En fait, moi je vous conseille de la regarder sans aucune prétention, sans attendre le truc révolutionnaire, sans mauvais jeu de mots, et aussi et surtout en vous disant que la Révolution, cette série, n'a absolument rien d'historique. Mais alors rien, c'est le contexte, mais c'est tout. Tu vois, et on se laisse prendre par l'histoire. Le casting est plutôt réussi. C'est un vrai divertissement, pas dans le sens le plus noble qui soit, mais c'est un divertissement qui reste, je trouve, efficace et qui n'a pas mérité de se faire détruire à ce point. Et honnêtement, j'ai terminé la saison en me disant ah bah oui, une saison 2, pourquoi pas. Alors après, le personnage que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qu'il est insupportable. Mais lui pour le coup, il a failli me faire arrêter la série. Mais en dehors de lui, on passe sur La Révolution un plutôt bon moment. Série fantastique, qui est pas fantastique, mais qui se laisse regarder. Série sur la Révolution, pas révolutionnaire, mais... En tout cas, une série qui t'inspire. Voilà, c'est une série qui m'inspire. Non, mais même visuellement, elle a parfois quelques coups d'éclat, tu vois, et puis on se laisse prendre. Mais honnêtement, c'est pas la série de l'année. Est-ce que j'enchaîne ? Ouais, là, vraiment. Alors, je vais vous parler d'une autre série. Une autre, mais tu m'aides pas du tout sur cette vidéo. Hein. La prochaine série que je vais vous présenter est une série d'Amazon anglaise. Donc j'ai fait Allemagne, France. J'ai fait quoi en premier déjà ? France aussi, disons, 2 séries françaises, plus donc là maintenant une série anglaise créée par Nick Frost et Simon Pegg, le duo de la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead notamment, film que j'adore. Vraiment que j'adore. Et cette série, je l'attendais beaucoup. Amazon avait bien teasé, le sujet m'intéressait. C'est quoi le sujet de Truth Seekers ? En fait, on suit Nick Frost, qui est un réparateur
dans la téléphonie, tu vois, il intervient quand t'as une coupure d'internet, mais aussi quand ta télé déconne un peu, le boîtier, etc., pour installer la fibre et compagnie. Et il bosse, c'est le réparateur, et il bosse pour Simon Pegg. Du coup, on le voit peu, et son autre passion à côté de ça, c'est les phénomènes paranormaux. Et justement, où il intervient pour des problèmes techniques, il se passe des problèmes, des trucs paranormaux, tu vois. Donc c'est un peu le X-Files, mais en mode je vais réparer ta box en même temps. C'est Mulder, mais il te met la fibre, quoi. Donc c'est un technicien en DSL. C'est un technicien avec Dana Scully. Et au niveau du casting, donc on voit, il y a Michael McDowell, donc de Orange Mécanique, il y a Emma Darcy que vous voyez en salopette qui a signé dans le spin-off de Game of Thrones et qui est très bien d'ailleurs dans cette série. Nick Frost qu'on voit énormément et Simon Pegg qu'on voit peu, et on voit très peu les deux ensemble puisque c'est son boss, donc il lui donne juste une mission de temps en temps et c'est tout. Ça c'est un peu dommage. Et en fait Truth Seekers c'est vraiment une série j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Le début vraiment m'a ennuyé parce qu'il y a constamment un faux rythme. Un peu comme dans cette vidéo, mais vraiment encore plus que dans cette vidéo. Il y a vraiment un faux rythme qui fait qu'on s'ennuie un peu. Et surtout, moi, j'ai pas réussi à me passionner pour les premiers épisodes. Et pourtant, il y a de bonnes idées. Mais quand la série c'est quoi le twist décolle vraiment, c'est 6 séries de l'année. Mais elle est pas. Non, mais c'est toi qui n'as pas compris ma vidéo. Moi, je parle de séries dont on n'a pas parlé sur la chaîne. Ah. Non, moi c'est pas mon top des séries de l'année, pas du tout. Mais les séries que j'ai préférées cette année, on en a déjà parlé. Il y a Bly Manor, etc. Il y en a une quand même, il y en a deux, les deux prochaines, je les ai préférées. Et donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous aussi vous avez compris. Mais Truth Seekers vaut quand même le coup sur la fin. Je trouve que les derniers épisodes sont vraiment intéressants. On rentre petit à petit dans l'histoire et Nick Frost est excellent dans cette série qui a des moments où elle est complètement barrée. D'autres où elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus étonnante, notamment avec une machine et un phare pour ceux qui l'ont vu. Bref, pas un mauvais moment, mais un moment, en tout cas un démarrage assez délicat. J'ai failli arrêter pour être honnête. Là je me suis dit non, c'est pas possible. Mais je me suis accroché et la série vaut finalement le coup. Mais c'est clairement pas Nick Frost, Simon Pegg au meilleur de leur forme. Oui, bah tu peux être déçu par les séries que je te propose. Moi, j'avais pas dit que c'était les meilleures séries de l'année, hein, donc je suis pas en train de te vendre ce qui est mieux en 2020. La série suivante, c'est une série dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais pas trop, de la saison 3, qui a été diffusée en 2020 et qui est une excellente saison, même si très différente des deux autres. C'est Westworld, forcément, de Jonathan Nolan et de Lisa Joy. Une saison 3 qui marque une vraie rupture par rapport aux deux premières, qui n'a pas le charme des deux premières, et notamment au niveau de la musique. C'est vraiment en voyant la saison 3 que je me suis rendu compte que la musique de Westworld, je le savais déjà, mais la musique de Westworld saison 1 et 2, je l'écoute énormément, et j'ai pas retrouvé les morceaux qui me plaisaient tant dans cette saison 3 qui est davantage un voyage, on va dire, dans un futur où tout le monde est sous contrôle, qu'une balade dans un parc avec des hôtes comme la série avait pu le faire par le passé, mais toujours les mêmes qualités, la mise en scène, le travail sur le futur. Il y a plein d'excellentes idées dans cette saison 3. Le casting est toujours absolument parfait. Family Newton, excellente. Jeffrey Wright aussi, Evan Rachel Wood. Les ajouts de Aaron Paul de Breaking Bad, donc Jesse Pinkman, est excellent dans cette série. Vincent Cassel aussi. On retrouve vraiment c'est le Tessa Thompson. Comment j'ai failli oublier Tessa Thompson, c'est pas possible ça. Bref, on retrouve vraiment les ingrédients de Westworld, mais c'est fait différemment, et c'est une saison que j'ai trouvée vraiment très intéressante, avec un final qui est percutant, mais pas le charme des deux premières saisons. Et aussi, et c'est là où c'est intéressant, c'est que cette saison 3 n'est pas la conclusion de Westworld. Il y aura une saison 4, ça a déjà été dit, et potentiellement une saison 5. Les créateurs veulent 5 saisons. Ils ont déjà la validation pour la saison 4, et il y a des éléments qui restent en suspens quand même à la fin de cette saison 3, mais si elle avait fait office de fin de série, ça m'aurait convenu également. Alors pour des raisons que je vais pas vous dévoiler, mais donc c'est un peu étrange. Cette saison de Westworld, je l'ai beaucoup aimée en la voyant, mais tu vois, j'en ai pas retenu non plus un souvenir dingue. Là où, par exemple, la saison 2 avait des épisodes qui m'ont
vraiment beaucoup marqué. Là, il n'y avait pas dans cette saison 3 de Westworld d'épisodes aussi marquants. Il y a des moments, tu vois, que je n'oublierai pas, sur le final notamment, mais ça reste quand même ça reste un poids lourd, hein, Westworld. Et je trouve dommage que la série ait été autant critiquée, mais il me semble qu'on en a parlé sur la chaîne quand même de Westworld. On a fait une vidéo dessus, non? Je dirais une, pas plus, parce que moi j'ai pas vu la saison 3. Ouais, je me demande si j'en ai pas parlé. Du coup, j'en ai reparlé, mais c'est bien une petite piqûre de rappel. Et je termine avec une série. Alors, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça je m'en rappelle. Je triche un petit peu puisqu'il n'y a eu que les 2 derniers épisodes de la série de la saison 1 qui ont été diffusés en 2020. C'est Evil, la série de CBS. Alors si je dis Evil, je vais me faire détruire dans les commentaires. Evil, donc créé par Michel et Robert King, qui ont créé The Good Wife et The Good Fight, donc qui ont créé déjà d'excellentes séries, et notamment The Good Fight que je vous conseille très chaudement, et qui là ont travaillé sur une série qui est un peu fantastique. Épouvante fantastique, tu vois, qui flirte avec dans certains de ces éléments avec les films du genre Conjuring, etc. Avec un excellent casting. On a Katja Herbert, qu'on avait vu dans Westworld, qui est une actrice que j'adore, et pas uniquement parce qu'elle m'a répondu sur Twitter, mais ça je l'avais déjà dit dans la vidéo. C'est vraiment dans Westworld, je la trouvais géniale, et là dans Evil, elle est excellente. C'est une actrice hollandaise. On a Mac Colter qui jouait Luke Cage, qui est dans la série et qui est très très bien aussi. On a Asif Mandvi qui joue Ben, et c'est le personnage à côté de l'héroïne, qui lui aussi est une perle. Et puis on a Michael Emerson de Lost qui jouait Ben Linus dans Lost, qui est aussi dans cette série. C'est quoi l'histoire en gros? On a il me semble qu'elle est psychologue. Alors, le premier épisode, j'ai vu il y a longtemps. Elle est psychologue, elle travaille pour le procureur, et elle est très terre à terre. Elle, c'est la science, tout ce qui est croyance, elle y croit pas. C'est le cas de le dire. Et elle est approchée par Mike Colter, qui travaille pour une église, et qui lui dit: on a besoin de toi pour avoir un regard objectif sur des cas potentiellement paranormaux, nécessitant un exorcisme, des gens qui seraient possédés, etc., etc. Et à côté de ça, il y a toute une intrigue sur le personnage interprété par Michael Emerson, qui serait enfin, lui non, mais en tout cas, qui pousserait les gens à faire des choses absolument diaboliques, voire surnaturelles. Et en fait, la série insiste énormément. Par exemple, tu vois, cette image, on ne sait pas si c'est vraiment paranormal ou si c'est une invention de l'esprit. Parce que la série constamment s'amuse à jouer avec toi. C'est-à-dire qu'elle te fait croire que c'est du paranormal, mais à la fin tu as le doute quand même. Tu te dis, est-ce que c'était vraiment du paranormal, ou est-ce qu'au final c'était juste des gens qui étaient fous, ou des gens qui étaient de véritables psychopathes, etc., etc. Et la vraie force d'Evil en dehors de ça, c'est le casting. Ils sont tous excellents dans la série. Et la mise en scène et la qualité d'écriture. Enfin, il y a des épisodes qui sont hyper stylés. Il y a des épisodes qui te font franchement flipper, d'autres qui vont te toucher. Il y a des thèmes qui sont abordés. Il y a l'avant-dernier épisode, par exemple, parle du génocide au Rwanda. J'avais jamais vu une série parler aussi bien du génocide au Rwanda et essayer de te faire comprendre à un grand public ce qu'a pu être cette atrocité absolue. Et vraiment, Evil c'est une très bonne série pour CBS Access, tu vois, qui est quand même qui commence à produire de plus en plus, je trouve, de bonnes séries. Hein. On a eu The Good Fight, on a Star Trek Discovery dessus, là maintenant Evil, et j'espère que la saison 2 va marcher, parce que l'audience de la saison 1 à la fin, ça s'est un peu écroulé. Ils avaient déjà signé pour la saison 2, donc elle est maintenue. J'espère qu'ils vont pas l'annuler, parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'ai terminé avec mes 5 séries qui étaient en fait au nombre de 6. Eh bien, si tu penses que une série en trop c'était une carotte, attends de voir la série sur les vidéos sur les animes que je te prépare. Je vais être aussi impitoyable que toi, tu l'as été dans cette vidéo. Impitoyable, moi? Je vais te pousser à la faute. Si tu te trompes dans la prononciation de n'importe quel doubleur. Animes, je vais me tromper partout, et alors me demande pas les gens qui font les voix, hein, parce que ça va être la catastrophe. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Merci aux tipeurs, cœur sur vous pour le soutien. Et n'hésitez pas, le pouce vers le haut, les commentaires, les joyeuses fêtes. N'hésite à en retenir une. De toutes celles-là? Oui. Franchement, si je devais en sauver qu'une seule,
ça serait Evil. Ah bah moi j'aurais dit que c'était La Flamme. Ou c'était peut-être parce que t'avais l'énergie au début de la vidéo. Non, la Flamme c'est très drôle, mais si ça... Non, vraiment, Evil ou Westworld quand même pour avoir la fin. Mais dans l'eau, dans les 6, pour moi, il y en a aucune qui sont mauvaises. Et il y en a 3 vraiment que j'ai kiffé regarder. La Révolution Barbare et Truth Seeker, c'est un peu en dessous. Ok. Voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo très care. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Des bisous. Ciao, ciao.